Alors, l'exercice A du chapitre 15, je suppose que vous avez les questions devant vous. On a une équation différentielle et on commence par prendre f qui est une solution bornée. Il faut montrer que f' admet une limite. C'est pas facile comme question. La première fois, on va passer par une question d'intégrabilité. C'est assez original et en même temps, c'est à retenir pour un approfondissement. En fait, on pourrait commencer par demander que f seconde est intégrable. C'est-à-dire que f seconde, vu que f vérifie l'équation différentielle, f seconde c'est moins oméga f. Alors, f seconde va être continue sur R+, comme produit de fonction continue, et puis elle va être intégrable. Soit parce que f seconde, vous pouvez dire que c'est oméga fois un grand O de 1, f est borné, donc c'est un grand O de oméga, donc par domination, f est intégrable, puisque oméga l'est. Ou si vous préférez vraiment passer par des fonctions bornées, vous bornez f par grand M, et puis f seconde par grand M oméga, en module bien entendu. Donc, f seconde est intégrable, autrement dit, sur R+, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f seconde est absolument convergente, donc convergente. Et si je reprends la définition d'une intégrale convergente, eh bien c'est que cette intégrale de 0 à x a une limite quand x tend vers plus l'infini. Sauf que cette intégrale, un théorème fondamental, c'est f' de x moins f' de 0. Donc f' de x moins f' de 0 a une limite, donc f' de x a une limite. Alors, on va montrer plus précisément, dans un deuxième temps, que cette limite est nulle. Et ça, on va le faire par un raisonnement par l'absurde. On va supposer que L est différent de 0, par exemple L strictement positif. On ferait pareil si L est strictement négatif. Et à ce moment-là, si f tend vers une limite strictement positive, je sais qu'à partir d'un moment, à partir de grand A, f' de x, pardon, f', f' de x est plus grande que L sur 2. Donc ensuite, on peut finir de deux façons différentes, soit par le théorème fondamental de l'analyse, c'est-à-dire que f de x c'est l'intégrale de ax de f' de t dt plus f de a. Je remplace par positivité de l'intégrale ou croissance de l'intégrale. Ici c'est plus grand que L sur 2, donc tout ça c'est plus grand que x moins a fois L sur 2. Ça tend vers plus infini quand x tend vers plus infini, et donc par minoration, f de x tend vers plus infini, ce qui est absurde puisque f est censé être borné. Deuxième version, qu'il faut quand même avoir en tête, parce que l'égalité d'accroissement fini, on a tendance à trop l'oublier. Je sais que il existe C ou Cx dans A grand X, tel que f de x moins f de a, c'est x moins a f' de Cx. Sauf que f' de Cx est plus grand que L sur 2 aussi, et donc, pour les mêmes raisons, f de x va tendre vers plus l'infini. Ok, donc finalement, si on résume, si f est une solution bornée de E, f tend vers 0, f' tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Ensuite, je prends U et V, deux solutions de E, montrer que W est constante, ça c'est facile, vous dérivez, et quand on dérive, attention, il y a les termes en U'V' qui se simplifient par calcul algébrique, et puis, bien se souvenir que U et V sont solutions de l'équation, donc U seconde c'est moins oméga U, V seconde c'est moins oméga V, donc quand je remplace, ça fait 0. Et bien sûr, du coup, V' est nul, et W' est nul, et donc W est constante. Maintenant, on va montrer que E admet au moins une solution non bornée. Alors, on va réutiliser tout ce qui précède. On va commencer par supposer par l'absurde que toutes les solutions de E sont bornées. On va introduire UV, un système fondamental. Je vous rappelle qu'un système fondamental de solution, c'est synonyme d'une base de solution de E. Je vous rappelle que E est homogène, donc on a un espace de dimension 2. Okay. En particulier, U et V sont bornées, puisque toutes les solutions sont bornées. Et on va introduire ce W de la question précédente. Alors d'une part, W est constante, d'après la question 2. D'autre part, d'après la question 1, U' et V' tendent vers 0 à l'infini, et donc W aussi. Donc finalement, W est constante et de limite nulle, donc est nulle. Mais remarquons, et ça c'est difficile la première fois, mais on l'a déjà fait dans l'exercice sur la variation D constante, l'exemple 22 du cours qui est hors programme, mais qui peut sortir de façon guidée. En fait, W il s'écrit comme un déterminant. C'est le déterminant de la matrice V, V', U, U'. Et si je fixe T0, comme W de T0 égale à 0, la matrice, cette matrice-là est non inversible. Sauf que cette matrice non inversible, ça se traduit par le fait que C1, C2, ces colonnes, forment une famille liée de R2. C'est-à-dire qu'il existe alpha bêta non tous nuls, tels que alpha C1 plus bêta C2 est égal à 0, ici le vecteur nul. Mais alors, si je pose H égale alpha V plus bêta U, d'abord, H est solution de E, puisque H est une combinaison linéaire de deux solutions de E. Je vous rappelle que E est homogène. Ensuite, H de T0 et H' de T0 sont nuls, puisque alpha C1 plus bêta C2, c'est le vecteur nul, et que c'est égal à H de T0
H' de T0. On retrouve ce qu'on a utilisé dans un exemple précédent. Par théorème de Cauchy, H est la fonction nulle, puisque la fonction nulle aussi est solution, puisque l'équation est homogène, s'annule en T0, et sa dérivée s'annule en T0. Okay, ça serait absurde, parce que si H vaut 0, ça veut dire que la famille VU est liée. Or, VU est un système fondamental, ou une base de l'ensemble des solutions, en particulier, elle est libre. Okay, donc, pour bien comprendre ça, revoyez l'exemple du cours, l'exemple 22 du cours. Encore une fois, c'est à la limite du programme, mais ce qui est intéressant et ce qui peut sortir, c'est cette utilisation théorique du problème de Cauchy qu'on a là et qu'on avait déjà vu dans l'exercice C.